Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jonas Pariente. Jonas est créateur de la web-série collaborative Grandma Project et fondateur de l'agence Chai Chai. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission autour de la cuisine. Peut-être avez-vous en tête une recette de cuisine que faisait régulièrement votre grand-mère et qui vous a marqué. Bien souvent, autour d'une recette de cuisine réalisée par une grand-mère, se tissent de nombreux autres petits détails. Nous allons découvrir cela avec Jonas. Jonas, pour commencer, est-ce que tu peux me raconter en quoi consiste Grandma Project et comment est venue l'envie de créer cette web-série? Alors, Grandma Project, c'est une web-série dans laquelle on invite des réalisateurs et des réalisatrices du monde entier à faire un film sur leur grand-mère autour de la transmission d'une recette de cuisine et dans des films d'environ 8 minutes. On prend tous ces films et toutes ces recettes et on les réunit sur notre propre site, grandmaproject.org. Et ces films-là et ces recettes-là sont partagés de manière gratuite, sans pub, sans géoblocage, dans le monde entier. Ensuite, concernant la genèse du projet, c'est un projet en fait qui vient vraiment à la base d'une envie personnelle de raconter l'histoire de mes deux grand-mères. Ma grand-mère paternelle, elle est juive égyptienne, elle est arrivée en France à la fin des années 50, et ma grand-mère maternelle était une juive polonaise qui est aussi arrivée à Paris dans la fin des années 50. Et j'avais, il y a 20 ans de ça, le souhait de faire un film qui raconterait ou qui ferait dialoguer leurs histoires. Et bon, pour tout un tas de raisons, j'ai pas pu faire ce film. Mais quelques années après, quand j'ai un peu creusé finalement, creusé les différents sujets qui m'intéressaient, celui d'histoire de grand-mère, d'histoire de femme du XXe siècle est revenu un petit peu sur le devant de ma conscience. Et j'ai un peu transformé cette idée-là en quelque chose de plus collaboratif avec l'idée de finalement inviter des réalisateurs, en commençant par des amis à moi, puis des amis d'amis, puis une communauté plus large, mais donc de solliciter des réalisateurs pour que chacun en fasse un film sur notre grand-mère et que le dialogue entre ces histoires se fasse non pas à travers l'histoire de ma propre famille, mais plutôt à travers les histoires de toutes ces familles, de toutes ces personnes, ce qui me permettait aussi d'élargir en fait le champ culturel, le champ des expériences, etc. Et c'est vrai que sur la question du champ culturel, c'est assez vaste. Il y a cette ouverture au monde. Je regardais la saison 2, il y a la Turquie, il y a des femmes qui sont d'origine d'Afrique du Nord. C'est quand même, il y a une volonté d'ouvrir. Oui, ben alors, je pense que je le dois un peu à mon passé de sociologue. En fait, j'ai commencé, avant de faire du documentaire, je faisais de la sociologie et un petit peu d'anthropologie. Et j'ai toujours été assez, curieux de ce que ça crée de juste poser des histoires humaines, a priori très différentes, pour voir s'il y a des choses communes. C'est vraiment le principe de l'anthropologie. Et donc, j'avais un petit peu cette envie de voir si mon expérience, disons, de Parisien avec les grands-mères égyptiennes et polonaises, est-ce qu'elle pouvait être comparable à quelqu'un, par exemple, qui vit au Brésil et dont la grand-mère est libanaise, ou quelqu'un qui vit au milieu de l'Inde, par exemple. Et le fait est que très rapidement, je me suis rendu compte qu'avec un format unique, mais quand même très souple, parce que les films font 8 minutes, mais après, chaque réalisateur fait son film à sa manière, et il n'y a pas vraiment de cahier des charges spécifique en termes de réalisation. Malgré tout ça, les histoires ont quelque chose de très commun. En tout cas, c'est ce que les gens constatent, et moi aussi, que toutes ces histoires, toute cette mécanique de transmission, finalement, elle est très, très universelle. Et donc, j'avais précisément envie de montrer la dimension très universelle, très humaine, finalement, de cet acte de transmission d'une génération à l'autre à travers la recette de cuisine. Et est-ce que tu as vu d'autres choses émerger dans ce commun à travers toutes ces histoires? Oui, alors j'ai vu autre chose apparaître
ou en tout cas se confirmait au sein de la saison 2 de Grandma's Project, c'est la transmission d'une certaine, comment dire, la transmission au sujet du rôle de la femme. En fait, la saison 2, elle est constituée de films exclusivement réalisés par des femmes, ce qui est un petit peu un hasard parce qu'à la base, on devait faire 10 films, en fait, et il y avait aussi des hommes qui devaient participer, mais le Covid a fait que certains projets n'ont pas pu se faire, et donc on a continué avec 7 réalisatrices. Et ce qui était assez manifeste quand on a projeté tous les films ensemble lors de la soirée de lancement de la saison 2, c'était en fait le rôle qu'ont joué leurs grand-mères dans leur construction de femmes d'aujourd'hui. Donc toutes ces femmes sont des réalisatrices, sont des artistes, sont des femmes parfois même des intellectuels, etc. Et toutes leurs grand-mères ont finalement pris des risques et aussi fait des sacrifices de manière très différente, mais toutes ces jeunes femmes-là révèrent dans une certaine mesure et célèbrent les sacrifices de leur grand-mère. Alors parfois c'est des sacrifices qui sont finalement d'accepter la tradition, puisque c'est des femmes qui ont été confinées au foyer, confinées à la cuisine, et qui avaient en fait des rêves d'émancipation, mais qui ne les ont pas réalisés, et qui voient leur petite fille les réaliser. Et à l'inverse, il y a certaines grand-mères qui justement ont un peu rompu rompu le saut de la tradition. Ce sont des femmes qui se sont émancipées dans les années 60 et 70 et qui ont légué, dans une mesure, cette liberté-là à leur petite fille. Et donc, dans les deux cas, en fait, ce que je trouvais très fort, c'était vraiment finalement la célébration de l'expérience de ces femmes du XXe siècle, de la moitié du XXe siècle, qui ont été particulièrement résilientes parce qu'elles ont toutes vécu, quel que soit finalement le pays dans lequel elles ont vécu, des crises majeures, des guerres, de la décolonisation, des crises, des guerres d'indépendance, etc. Et elles ont légué en partie cette force et cette résilience à leurs petits-enfants et à leurs petites-filles. Et ça, c'était peut-être un peu moins évident dans la saison 1, et là, je trouve que c'est particulièrement visible. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je voyais aussi dans les premiers films que j'ai vus là de la saison 2. Et puis, tu vois, avec chacune sur Mama Bina, sur la question de l'amour, sur le couple, comment on se marie, c'est aussi ce rapport à des rôles de femmes et des émancipations, la question de la langue, avec la femme là, qui est enceinte et qui prépare la majouba. Ou même, je reviens sur la Turquie avec la question de qu'est-ce qui tourmente les femmes, sa transition de la grand-mère entre son lieu de vie du village avec la ville. Et en effet, on voit que ça se mêle avec les évolutions de la société. Et à la fois, je trouve ça très intéressant, ce regard sur le passé qu'elles expliquent dans le présent, et puis leur petite fille, voire arrière-petite fille en devenir. Qui sont là et qui projettent aussi d'autres rôles du féminin, quoi. Est-ce que, tu vois, dans cette sélection des films, il y avait cette envie-là, ce critère-là de faire montrer des déconstructions et des constructions de rôles sociaux ou pas du tout, tu vois? Comment vous avez sélectionné quoi, quand je dis vous, hein, l'équipe de Grandma, comment la sélection des films a été faite? Alors la sélection, en fait, les tout premiers films ont été faits par des amis ou des amis d'amis. Et en fait, quand on a eu le patronage de l'UNESCO en 2016, ça m'a permis, je me suis appuyé, on va dire, sur cette légitimité pour commencer à faire des appels à réalisateurs et réalisatrices. Et à partir de ce moment-là, j'ai constitué à 2 périodes différentes des jurys qui eux-mêmes ont fait la sélection des films. Et j'aimais bien l'idée que finalement, je délègue à des experts de leur domaine et en qui, bien sûr, j'ai énormément confiance et pour qui j'ai beaucoup de respect, cette sélection-là, pour voir un peu ce que eux voyaient dans les candidatures que moi, j'aurais pas vu ou que j'aurais vu différemment. Et donc, à chaque fois, chacun des jurys est constitué de personnes qui sont soit du monde de la cuisine, de l'alimentation, soit du monde du cinéma, soit du monde de, justement, la transmission culturelle, l'intergénérationnelle. Et donc, dans le cadre de la saison 2, en tout cas, il y avait donc le chef et activiste Kamal Mouzawak, qui est du Liban, la journaliste culinaire du monde Camille Labro, et le cinéaste chinois Li Xinfan. Et on avait, attends, j'ai oublié quelqu'un, pardon. Et il y avait aussi la responsable des films de la plateforme Kickstarter, Elise McCain. Et aussi le collège des réalisateurs et réalisatrices de la saison 1, qui ont eux-mêmes, en tant que collège, exprimé
une notation pour chacun des projets. Et toujours est-il que, pour répondre à ta question, non, j'avais pas spécialement mis de critères où j'avais pas mis l'accent, on va dire, sur l'aspect de la transmission de la féminité ou du rôle de la femme, etc. C'est plutôt un constat que j'ai fait au fil du temps et encore plus une fois que les films étaient terminés et encore plus après avoir échangé avec les réalisatrices. C'est vraiment que, et c'est un peu ça comment dire, ce que j'aime bien, c'est finalement je suis surpris par ma propre démarche, mais ce n'est que quand la juxtaposition des films est possible que finalement cette sorte de récit supérieur, je trouve, il apparaît. Et donc même à la lecture des candidatures, c'était pas spécialement aussi évident que maintenant que les films sont faits et existent et sont mis côte à côte. Et est-ce que sur la saison 3, il y aura cette attention ou pareil, les critères se feront, les sélections se feront par d'autres et de fait, la surprise pourra être peut-être encore là sur d'autres angles? Probablement, je vais plutôt laisser la surprise venir d'elle-même parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce que j'adore dans le dispositif, c'est l'idée que la création naisse dans un cadre. Donc, encore une fois, notre cadre, il est relativement simple. Hein, c'est un film de 8 minutes. Tu filmes ta propre grand-mère et il doit y avoir une transmission de recettes de cuisine. Et me laisser surprendre finalement par la façon dont les réalisateurs ou les réalisatrices s'approprient ça est assez génial comme expérience de producteur. Et pour le public, et j'espère aussi. Du coup, non, écoute, je pense pas. Il est possible qu'en fait, on procède à des sortes de mini-saisons ou des collections par zone géographique ou par thème. Tu vois, qu'on fasse une saison sur la francophonie ou qu'on fasse une saison exclusivement africaine, des choses comme ça. Et auquel cas, ça fera forcément, il y aura un autre récit qui va naître de ça obligatoirement. Mais au stade de la sélection des projets, mon souhait n'est pas pour le moment de mettre l'accent sur ce sujet, mais plutôt de voir ce qui va émerger, parce que quelqu'un faisait la remarque aussi, je veux dire, que plus le projet avance, plus l'âge des grands-mères évolue en fait. Si tu veux, les premiers films ont été faits sur des grands-mères qui étaient nées parfois dans les années 20. Or là, plus on avance en temps, plus ça va être des films sur des grands-mères ou des femmes, en tout cas, nées dans les années 30, 40, si ce n'est 50. Tu vois, donc en fait, forcément, le récit bouge un tout petit peu aussi de lui-même, parce que comment dire, tout évolue, l'âge des réalisateurs et des participants évolue, et donc les histoires évoluent avec. Mais c'est sûr, le projet a commencé vers 2013-2015, c'est ça? Ouais, la conception du projet, en fait, l'idée, on va dire, elle est vraiment, elle a germé en 2012, et le projet a commencé à prendre son envol en 2015. Oui, donc c'est sûr que, en effet, les femmes, les grand-mères qui sont rencontrées auront et ont des profils un peu différents. Et quand tu regardes l'ensemble des films, saison 1, saison 2, qu'est-ce que ça te fait, toi, écho à l'histoire de tes deux grand-mères? Écoute, alors, pour être parfaitement sincère, comme ces temps-ci, je suis dans une démarche, par ailleurs, d'exploration de l'histoire de ma famille maternelle, et notamment de ma grand-mère et de mon grand-père, et de leur existence d'avant la guerre, de pendant la Shoah, après la Shoah, etc. Je suis tellement, si tu veux, concentré sur ces questions que tout ce que je me dis actuellement sur l'expérience de mes grand-mères, ma grand-mère maternelle, et au final, par ricochet, l'expérience de ma grand-mère paternelle aussi, donc sur la question de l'exil, la question de la résilience, justement, et tout. Je suis beaucoup plus, si tu veux, nourri de mes démarches actuelles. Je sais pas si, à titre personnel et intime, tu vois, ce qui me met en mouvement le plus ces temps-ci, c'est ma série Jonas Project. Mais juste parce que tu me parles à un moment où je suis vraiment à fond dans quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus de l'ordre de l'enquête, tu vois. Après, malgré tout, si tu veux, ce qu'on se disait tout à l'heure sur la question du rôle de ces femmes et de ce qu'ont légué ces femmes à leurs petits-enfants, même si moi je suis pas une jeune femme, mais je suis un homme, j'ai quand même l'impression de recevoir en héritage la force et le courage de ces femmes, tu vois, et à ma propre échelle d'homme et de petit-fils, j'ai l'impression que le projet célèbre ça, tu vois. Et peut-être, pour revenir, tu vois, sur ce que tu as dit là, quand même, sur la force et le courage de ces femmes, pourquoi avoir choisi, tu vois, la cuisine?
Tu aurais pu choisir d'autres vecteurs de transmission? Alors écoute, pour la semaine dernière, en fait, j'étais invité à un événement qui s'appelle les Rencontres au Rabelais, à Tours. Je sais pas si ça dit quelque chose, c'est des rencontres plutôt, comment dire, les participants sont plutôt des personnalités des sciences humaines, mais le public est un public universitaire, grand public, des gens des questions d'alimentation, etc. Je vois-t-il que j'étais invité à parler de ces sujets, et notamment des questions de transmission. Et en fait, tout le monde s'accorde à dire quand même que la cuisine, c'est le vecteur le plus résilient justement de transmission culturelle et identitaire au sein des familles, parce que c'est la chose qui se transmet et qui reste en fait le plus simplement d'une génération à l'autre, beaucoup plus que la langue, parce que les autres choses en fait qui après sont évoquées, c'est la langue, potentiellement les chansons et les histoires, si tu veux, la transmission orale de certaines histoires, mais la chose la plus finalement incarnée et qui s'incarne dans le sens où ça est ingurgité par les autres, c'est la cuisine. Et donc cette chose là qui encapsule finalement de l'émotion, de la comment dire, de la parce que ça déclenche tout un tas de sens aussi bien sûr la cuisine. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a tous fait l'expérience de sentir quelque chose qui nous transpose instantanément 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Et donc, avec la cuisine, que ce soit par l'odorat, que ce soit par le goût, que ce soit parfois par le toucher ou la vue, le simple fait de voir un pot de cornichons qu'il y avait chez ta grand-mère ou tel, tu vois, des choses comme ça. En fait, c'est quand même tangible, et c'est chargé, quoi. C'est chargé d'énormément de choses. Et en fait, il y a quasiment rien qui a cette, comment dire, cette richesse et finalement ce côté très complet, très intégral dans la transmission. Donc, mais si je devais transmettre autre chose, si je pouvais transmettre autre chose, ce serait probablement la question de la langue. Tu vois, j'ai le regret de mes grands-mères et mes grands-parents en général à parler d'autres langues que le français, et je regrette de pas avoir de pas moi-même parler ces langues et pas pouvoir les transmettre, par exemple. Et est-ce que spontanément, elles ont été, il y avait une volonté de les transmettre? Est-ce que toi, tu les entendais parler d'autres langues? Ah oui, bien sûr, de toute façon, comment dire, oui, oui, non, je les entendais parler d'autres langues, je les entendais surtout mal parler français aussi, donc l'un va avec l'autre. Mm. Et en soi, mais bon, tu vois, quand t'es enfant, etc., tu vas pas forcément te mettre à apprendre le polonais, le yiddish ou l'arabe, quoi. Mm. Là, on t'apprend les langues pratiques, tu vois, l'anglais, l'espagnol, des trucs comme ça, mais c'est dommage, tu vois, parce qu'au final, enfin, après, bien sûr, c'est important dans la vie de tous les jours des quelques langues supplémentaires, mais je regrette que ça soit. Après, franchement, le fait est que c'est beaucoup plus dur. Hein, tu vois, typiquement la cuisine, en fait, tout le monde doit manger, quoi. Je veux dire, donc toi-même, à un moment ou à un autre, tu vas te faire à manger, donc d'apprendre des recettes que tu as vu faire par tes parents ou tes grands-parents, c'est quand même bien plus simple que d'apprendre une langue étrangère, a priori. Tout à fait, tout à fait. Après, tu peux maîtriser, en effet, on maîtrise parfois certains mots parce qu'on a entendu, mais où ça fait écho. Mais en effet, la cuisine et la recette de cuisine est beaucoup plus aisée à transmettre et à apprendre. Et puis, peut-être ce que je trouve intéressant, c'est la mise à table, en fait, aussi. Parce qu'il n'y a pas que, et même dans les films, on le voit, il n'y a pas que la recette et l'espace de la cuisine qui est mis aussi en avant. C'est aussi, pour certaines, en tous les cas réalisatrices, à la fin, on voit aussi ce qu'on peut échanger aussi, les liens qu'on peut créer dans le passage à table et le partage aussi qu'on fait de ce repas. Ouais, alors pour moi, il y a deux, trois, il y a pas que l'expérience de s'attaper. Il y en a deux, trois, en fait, parce que dans un film qui est pas encore mis en ligne, qui s'appelle Tortilla des patatas, à la fin, la grand-mère, elle lui fait un Tupperware. Mmh. Et en fait, c'est l'un ou l'autre, souvent. Ou alors même, c'est un plat qui, comme dans mon film, va être congelé pour être remangé ensuite, etc., ou stocké en grande quantité pour être redistribué par la suite. Mais ce qui est sûr, là où je te rejoins, c'est que à la fin, il y a une consommation partagée ou qui est transmise. Mais même, tu vois, en tout cas, cette histoire de Tupperware, finalement, le petit cadeau que ta grand-mère te lègue quand tu pars de chez elle, et elle a la satisfaction de se dire que tu vas manger quelque chose qu'elle a fait quand tu seras chez toi, quand tu auras la flemme de te faire à manger et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, ou d'aussi beau, en tout cas, que de réunir une famille à table. Mmh. Oui, tout à fait. Et puis les deux sont à la fois pleins de sens et chargés d'émotions.
Euh, et ce qui est beau aussi, c'est les sens et les émotions qu'on ressent et qu'on peut voir aussi dans les films. Toi, t'en retires quoi comme sensation? Moi, comme je produis la série, si tu veux, j'en ressens, enfin, comment dire, j'en retire d'abord de la fierté, quoi. Tu vois, quand je vois un film, comment dire, quand je vois un film arriver à son terme et qu'on le partage et qu'on reçoit des témoignages du public qui aiment les films, qui s'en inspirent, qui nous disent qu'ils vont ensuite aller voir leurs grands-parents et les enregistrer ou noter des recettes ou noter des histoires, c'est d'abord beaucoup de fierté et après j'ai aussi, comment dire, particulièrement quand les gens me disent qu'ils ont pris le temps d'aller voir leurs grands-parents après avoir vu des films de Glenas Project, j'ai plus que de la fierté, tu vois, je me dis, pourtant je connais pas ces gens, hein, mais je me dis, ah, je suis content parce que je sais que j'ai apporté quelque chose à ces deux personnes ou à ces quelques personnes. Je sais que à travers le projet, pendant quelques heures, ces personnes-là ont vécu quelque chose qu'elles auraient peut-être pas vécu autrement, parce qu'en fait, ce que je constate, parce que souvent les gens me font remonter, c'est que le fait de se dire, je vais passer du temps avec mon grand-père, je vais passer du temps avec ma grand-mère, il faut que je note cette recette, il faut que je lui demande de me raconter sa vie, quasiment tout le monde se dit ça. Mais très peu de gens passent à l'acte. Mm. Et moi, la satisfaction que j'ai, c'est que le projet permet à un peu plus de gens de passer à l'acte, tu vois. Et ça, c'est, franchement, ça, c'est, voilà, c'est ça m'apporte beaucoup de joie, quoi. Et c'est vrai que dans le monde un peu trépidant dans lequel on vit, on a des envies, puis des fois des difficultés de passer à l'action. Et c'est en effet important de passer à l'acte quand on a ses envies, puis quand on a vu les films de renouer ou de tout simplement nouer encore avec nos grands-parents. Est-ce que tu as vu aussi d'autres éléments comme ça de remontée de la part d'auditeurs? Euh, Après, il y a des gens qui essaient de faire un film. C'est toujours mignon. Je ne peux pas dire que, comment dire, le résultat est pas toujours, si tu veux, époustouflant, mais le simple fait que des gens nous envoient un lien YouTube en disant, regardez, on a essayé de faire comme vous, machin, etc. Encore une fois, moi, je trouve ça très mignon et très touchant parce que je me dis, enfin, je pars du principe que les gens ont pris plaisir à le faire et qu'en plus, ils se sont fait un cadeau et ils ont fait un cadeau à leur propre famille parce que peut-être que le film, nous, on va pas s'en servir parce que c'est pas nécessairement fait par un réalisateur ou une réalisatrice de métier, mais ce film-là, fait de manière plus amateur, il va rester au sein de la famille. Mm. Et donc ça, c'est forcément toujours très touchant de voir ça. Mais non, à peu près, en fait, on a vraiment, ça va du plus simple, c'est-à-dire merci pour ces films, ça m'a rappelé ma grand-mère et tout. L'étape d'après qui est, grâce à vous, je suis allé voir mes grands-parents, j'ai noté leur histoire, j'ai noté leurs recettes, et ceux qui vont vraiment le plus loin, qui font un film eux-mêmes. Mais non, non, on a à peu près tous ces types de réactions. Mm. Mais c'est très riche, je trouve. En effet, je trouve que ça transmet aussi de l'amour, tu vois, de l'amour dans nos familles, à travers la cuisine, et ça en transmet aussi quand on quand on les visionne. Ouais, il y a la question de l'amour, et puis il y a vraiment la question aussi, tu vois, par rapport à ce que je te disais sur le projet actuel, ou le projet qui germe actuellement, de ce nouveau projet qui germe actuellement. Il y a la question de l'amour, et puis il y a vraiment la question de la compréhension de nos propres racines, tu vois, et l'importance que ça a, finalement, de bien comprendre, de bien se saisir de l'histoire de nos aînés. Parce qu'elles sont tellement, ces histoires-là et ces racines tellement constitutives de qui on est, de ce qu'on transmet nous-mêmes, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, que, tu vois, d'encourager les gens à faire ça, c'est, comment dire, j'ai l'impression de participer à quelque chose d'important, tu vois, qui va au-delà de l'amour. L'amour, c'était peut-être ce que j'avais plus en tête au début, tu vois, c'était peut-être plus évident pour moi de penser au côté chaleureux, aimant, tu vois, et puis aussi réconfortant parce que, encore une fois, on vit tous des vies relativement isolées, où on voit beaucoup moins que, il y a quelques générations de ça, tu vois, où les gens se voyaient plus, vivaient ensemble, etc. Donc j'ai déjà cette satisfaction-là, donc, et t'as raison, ça repose sur l'amour et la convivialité, le rapport tactile, le rapport humain. Mais maintenant, si tu veux, je me rends compte aussi qu'il y a cette dimension-là, qui est vraiment ouais, de la compréhension de notre propre
finalement de notre propre place dans une chaîne beaucoup plus vaste, quoi, d'expérience. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et c'est tellement important en effet de connaître, je pense, les ramifications de son arbre généalogique. Et quand je dis arbre généalogique, en effet, c'est peut-être juste nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de connaître leur histoire, essayer de révéler les secrets ou en tous les cas d'en avoir conscience de l'ombre aussi de leur vie ou des moments complexes de ce qu'ils ont pu vivre. C'est Je trouve que ça enracine et tu vois, et je trouve que quand on a une double culture, euh, parce que je suis allée récemment en Turquie avec ma fille qui a 1 an pour voir son grand-père et je trouve ça, tu vois, aussi essentiel de contribuer après c'est un avis personnel, mais dans nos responsabilités parentales, de pouvoir aussi amener, montrer, voir, parce que ça les enracine aussi, quoi, nos enfants, ça nous réenracine nous. Et il y a à la fois la compréhension de cette histoire et puis de la mise en mouvement, parfois quand on le peut, de juste d'aller voir des lieux, même s'il n'y a peut-être pas toujours les personnes, ou il n'y a plus les personnes, mais je trouve que ça fait sens sur qui l'on est, quoi. Totalement, totalement. En tout cas, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci, moi aussi. Eh bien, merci Jonas. Est-ce que tu as envie de nous dire pour la fin quelque chose que toi aussi tu as envie de transmettre? Par rapport à ce qu'on disait sur la question du rôle de ces femmes et de ce qu'elles ont transmis en termes de force, de résilience et tout, j'espère que le projet permet aussi d'apporter un peu de nuance au débat public ou aux sensations des uns et des autres, parce que il y a quelques années de ça, le projet, finalement, il était un peu taxé de traditionnalisme. Tu vois, les gens, notamment dans les institutions publiques, me renvoyaient l'idée que célébrer des femmes en cuisine, c'est vraiment rétrograde, etc. Or, en fait, c'est l'expérience de ces femmes, et elles l'ont pas, pour la plupart, elles l'ont pas choisi. Et en fait, il y a quelque chose comment dire, il y a quand même quelque chose à célébrer là-dedans. Et pas simplement le fait que, c'est bon ce qu'elles nous ont fait à manger. C'est aussi de comprendre leur expérience, justement, de comprendre le fait qu'elles n'ont pas nécessairement toutes choisi de devoir être confinées dans leur foyer et de faire à manger pour les autres. Et je trouve que là, on arrive tu vois, à célébrer ça sans être en fait conservateur ou rétrograde. Et tu vois, je trouve que dans le fait est qu'on est dans le débat public, les choses sont assez polarisées. Et j'espère que ce projet-là, il permet d'apporter de la nuance. Et je suis content, en tout cas, à mon échelle, de transmettre, je l'espère, un peu de nuance dans ces questions-là. Eh ben, c'est toujours important, en effet, cette nuance aujourd'hui, dans un débat public qui est parfois un peu tranché. Merci beaucoup, Jonas. Merci à toi, Mélissa. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.